Voilà, donc on m'a demandé d'intervenir sur le harcèlement en milieu scolaire. J'ai eu l'impression que tout le monde savait déjà tellement de choses que c'était pas forcément nécessaire que je vienne. J'en avais parlé avec Carmen d'ailleurs, et lui avait dit que si en effet il s'agissait de parler de ce qui était nouveau, bien mon Dieu, au fond, c'était des choses, ce que j'allais vous dire n'était pas forcément nouvelles. La récente enquête de l'association e-Enfance, qui héberge désormais le 30-18, a fait une enquête sur les représentations que les parents avaient sur le harcèlement, les modes de harcèlement, enfin comment les enfants et les adolescents se harcelaient entre eux. Et la réponse est que les adultes minimisent encore considérablement les faits de harcèlement. Du coup, je me suis dit que c'est peut-être pas inutile qu'on reprenne un petit peu les choses, et que bien que cela fasse maintenant plus de 13 ans qu'en France, cette problématique du harcèlement soit arrivée, grâce à Éric de Barbieux, à qui je rends régulièrement hommage, et également aux médecins de l'Éducation nationale. Je ne manque jamais de les remercier. Je vois qu'il y a Brigitte qui est là, ici, parce qu'ils ont attiré mon attention sur, en fait, une population que j'avais peu, finalement, dans mes consultations, puisque les consultations de pédopsychiatrie, c'est déjà un peu biaisé. On a des enfants qui ont de multiples troubles. Et en fait, les médecins de l'Éducation nationale m'ont dit « Mais dans les groupes, il se passe vraiment des choses, vous devriez venir voir, parce que vraiment, c'est des choses que vous n'avez peut-être pas dans vos consultations. » Donc j'ai commencé à m'y intéresser, aux côtés d'Éric de Barbieux, qui dès le milieu des années 2000 a recueilli beaucoup d'études longitudinales des pays qui avaient déjà commencé la recherche dès les années 90. Et puis Jean-Pierre Bellon également, qui est donc celui qui a importé maintenant en France la méthode de la préoccupation partagée. En 2011, le 2 et 3 mai 2011, se sont tenues les premières assises de lutte contre le harcèlement. Il y a eu 7 campagnes depuis, 5 lois, 3 dans le code pénal, 2 dans le code de l'éducation. Et il a fallu attendre, hélas, des suicides très médiatisés à juste titre, du début des années 2020 pour qu'on se dise « Ah, enfin, on va faire quelque chose contre le harcèlement ». Et je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, il y a toutes ces difficultés, toutes ces résistances à vaincre. Et une des premières résistances, c'est que le harcèlement est un phénomène tellement universel que tout le monde a l'impression qu'on l'a connu, qu'on n'en est pas mort, que peut-être aussi il faut bien que les enfants s'endurcissent, ce qui expliquerait au fond les résultats donc, de cette enquête de l'association e-Enfance. Mais il y a peut-être aussi d'autres résistances qui viennent de la définition. Quand Éric de Barbieux a commencé à mettre en avant cette forme de violence scolaire, il a bien fallu l'isoler des autres formes de violence scolaire. Et il disait, au fond, il y a 5% des établissements qui ont à peu près 50% des violences scolaires très médiatisées, les attaques au couteau des enseignants par des élèves, etc. Mais il y a quelque chose qui passe sous les radars, qui est une violence quotidienne ordinaire, qui est le harcèlement scolaire. Ce mot de harcèlement a aussi créé beaucoup de résistance parce que c'est un mot qui est sorti peu de temps après le travail de Marie-France Irigoyen, qui a parlé du harcèlement au travail, harcèlement de type sexuel, et on s'est dit c'est pas possible, pas les enfants, ils peuvent pas avoir ce genre. Donc vous voyez toutes ces résistances qu'il a fallu vaincre, et je crois qu'elles sont pas complètement vaincues. La preuve, donc cette enquête que j'ai citée en commençant mon intervention. Donc cette définition, elle nous a un peu entraînés dans des chemins qu'on n'aurait peut-être pas tous voulu. Je fais régulièrement amende honorable en disant j'ai participé, j'ai contribué largement à cette représentation, à tel point que parfois on me dit mais s'il n'y a pas les 3 critères, c'est pas du harcèlement, donc on fait pas de signalement, et j'en suis complètement désolée. Je vais expliquer 2 mots vraiment donc, ce qui s'est passé. En fait, il y a 3 éléments importants. C'est une agression qui dure et qui se répète, ça c'est vraiment tout à fait fondamental, et qui établit une relation dominant-dominé, déséquilibrée, dont la victime ne peut pas sortir seule. Mais si vous dites c'est une intention agressive et qui vise à établir une relation dominant-dominée, vous avez la représentation de harceleurs qui sont des affreux jojos. Donc vous dites au fond, ce sont des enfants particuliers, perturbés, peut-être même de futurs délinquants, voire psychopathes, qui sont à l'origine, et en face, ils ont bien entendu, comme toujours, des victimes qui se laissent faire, enfin c'est l'éternel problème. Et au fond, on était plutôt parti sur cette idée des individus. D'autant plus que les premiers qui avaient travaillé sur le harcèlement, les toutes premières enquêtes qu'on a, sont les criminologues, que ça arrangeait bien. De dire, d'ailleurs, les premières enquêtes, c'est avoir été harceleur à 14 ans, prédisait un doublement du risque de délinquance à 21 ans. Donc c'était très bien, on était parti au fond sur cette idée de l'individu.
Et puis à côté de ça, donc ça c'est Dan Olweus qui a beaucoup insisté sur cette définition, qui a laissé courir au fond l'idée que ça pouvait être un profil d'individu. Et à côté de ça, il y a Anatole Pikas, qui est également un psychologue contemporain tout à fait de Dan Olweus, qui a dit, moi au fond ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qui commence entre deux enfants, parce qu'il y aura toujours des conflits, et puis c'est normal, et puis ça fait partie de la vie. Ce qui m'intéresse, c'est la dynamique de groupe qui se met en place derrière et qui fait qu'il y a un déséquilibre de la relation. Et c'est d'ailleurs les travaux d'Anatole Pikas qui ont été repris par Jean-Pierre Bellon pour la méthode de la progression partagée. Et puis donc on en était là de nos réflexions. 2011, je vous ai dit, en France. 2010, c'est l'arrivée de tous les réseaux sociaux. 2008, c'est la traduction française de Facebook. 2010, Snapchat. 2011, Instagram. 2017, TikTok. Vous voyez, on est en plein dans les années 2010. Donc la France a ramassé immédiatement la problématique des réseaux sociaux. Et là, pour le coup, l'histoire du groupe, c'est devenu quand même majeure. C'est-à-dire que le fait, en effet, les enfants se mettent tous à suivre un autre qui dit des choses horribles, et ben, on s'est dit finalement, la dynamique de groupe, peut-être que c'est ce sur quoi il faut regarder. Et moi, ça m'arrangeait bien parce que depuis le début, en tant que clinicienne, je dis au fond, le harcèlement, c'est un risque du développement. Et au fond, il faut le considérer plus comme un profil de situation qu'un profil d'individu. Et je pense que si on le considère comme ça, on a peut-être des chances de faire de la prévention. Je ne nie pas le fait qu'il y ait des individus. On le sait, en tant que psychiatre, on sait qu'il y a des individus qui, de toute façon, ont tellement de troubles, de difficultés personnelles qu'ils vont se trouver dans des situations soit de harceleurs, soit de harcelés, mais la majorité des enfants, comme ça a été dit tout à l'heure, au fond, il y a 85% aussi des enfants qui vont bien, qui n'ont pas de troubles particuliers. Donc, c'est plutôt à cela qu'il faut s'intéresser si on fait des politiques de prévention. Donc, plus un profil de situation qu'un profil d'individu. Alors, la théorie de l'attachement, je vais reprendre ce que Pierre Fourniret a dit. Bon, comme ça sera un petit peu raccord. Je n'avais pas vu votre PowerPoint, mais c'est très bien. Juste en deux mots, la théorie de l'attachement, Bowlby, qui donc, a été le premier dans les années 50 à développer au fond cette théorie, qui se démarquait quand même un peu de la théorie psychanalytique à l'époque. Et il dit au fond qu'il y a deux grands besoins de l'individu. Il y a à la fois un besoin d'attachement et un besoin d'exploration, et qu'en fait, l'individu, au cours de sa croissance, fait des allers-retours entre les deux. Il ne peut explorer que s'il est bien attaché, c'est-à-dire qu'il est sûr de pouvoir revenir en cas de difficulté, mais il faut aussi qu'il puisse ne pas être trop attaché pour pouvoir explorer. Donc c'est en fait quelque chose qui s'articule autour de ces deux besoins. Il y a des périodes qui sont plus ou moins déséquilibrées, d'autres plus ou moins équilibrées. Dans l'enfance, on voit bien que le besoin d'attachement est premier par rapport au besoin d'exploration. Et puis, à l'adolescence, on voit qu'au contraire, il y a un besoin d'exploration. Le besoin d'attachement existe encore, mais il y a un besoin d'exploration qui est plus fort. Et puis, il y a une période un peu calme, qui est la période de l'enfance, entre, on va dire, les 5, 6 et 11, 12 ans, où les deux, finalement, sont assez équilibrés, les enfants allant de l'un à l'autre sans vraiment aucune difficulté. Si je vous raconte ça, c'est parce que, en effet, ce besoin d'attachement, à l'adolescence en particulier, mais dès la grande enfance déjà, puisque maintenant on peut considérer qu'à partir de 11 ans, enfin donc à partir du CM2, donc dans le cycle 3, les enfants sont déjà un peu propulsés dans cette préadolescence, voire adolescence. D'ailleurs, ils ont leur téléphone portable, on l'a entendu, à 11 ans et 4 mois, donc leur premier smartphone, à 11 ans et 4 mois. Donc voilà, ils sont propulsés un peu dans cette adolescence à partir de la fin du primaire. Et donc le groupe, finalement, qui va représenter le besoin d'attachement qu'ils ne peuvent plus reporter sur les parents et qui va se reporter bien sûr sur les pères. Et donc le groupe va devenir vraiment extrêmement important, être un sans-amis. C'est absolument terrible et c'est à cause de cette allégeance au groupe que beaucoup de choses s'expliquent. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la vulnérabilité des enfants pendant la construction de la personnalité. Ça a été dit, il y a des éléments biologiques, il y a des éléments environnementaux. En tout cas, à chaque fois qu'ils sont en construction, ils peuvent faire des mauvaises rencontres ou des bonnes rencontres aussi, qui vont réorienter les choses, et c'est ça qui est formidable, parce que les enfants se désorganisent vite, ils se réorganisent vite, pour peu qu'on les repère à temps, en effet, et qu'on soit présent. Et donc, pendant la construction de la personnalité, ça a été dit, les compétences réflexives, alors les fonctions exécutives, ça a été dit, sont encore très immatures, et les compétences émotionnelles instables, je ne vais pas vous faire un cours, ça a été très bien fait par Pierre tout de suite. Voilà. Et donc, ce déséquilibre-là, finalement, il va être souvent à l'origine de ce phénomène de harcèlement associé
à cette allégeance au groupe qui est très importante. En effet, dans ces périodes de construction, mais on peut imaginer d'abord peut-être se souvenir de notre adolescence, mais aussi imaginer ce que c'est. Quand on découvre une matière, quand on découvre quelque chose, on a besoin de choses claires, simples, carrées, un peu caricaturales pour s'y repérer. Et au fur et à mesure qu'on apprend quelque chose, on le complexifie. Les enfants, c'est pareil. Quand ils découvrent le monde finalement loin de leurs parents, qu'ils le découvrent par eux-mêmes, ils ont besoin de références un peu simples. Ça j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et puis petit à petit, la vie va leur apprendre qu'il y a de la nuance, il y a du gris, c'est pas tout blanc, tout noir, il y a de la nuance. Mais ça, ils l'ont pas. Donc ils ont ce besoin, vous voyez, ce besoin de choses un peu tranchées. Ce déséquilibre entre des capacités réflexives, des fonctions exécutives et des émotions qui sont vraiment à fleur de peau, et un groupe des pairs auquel ils doivent appartenir. Vous mettez tout ça en même temps, ça fait une jolie cocotte minute. Et là, quand vous avez en effet des enfants qui se rendent compte qu'il y en a d'autres qui ne sont pas tout à fait comme eux, quelles que soient les raisons, ou qui n'ont pas les mêmes choses qu'eux, eh bien, il va y avoir des problèmes. Toute différence du groupe fait risquer la mise à l'écart, parce que, en effet, cette mêmeté rassurante, les enfants et les grands enfants et les adolescents ont le sentiment que le groupe peut être mis à mal et que cette cohésion protectrice très idéalisée, puisque ça porte vraiment le même besoin d'attachement qu'ils ont avec leurs parents, eh bien que ça va être mis à mal par quelqu'un qui est différent du groupe, qui va au fond peut-être mettre à mal le groupe, qui a l'impression que tout le monde est d'accord, tout le monde est pareil, et puis il ne faut surtout pas qu'il y ait le moindre désaccord. Donc cette différence dérangeante, elle est au départ portée par un seul, mais de façon émotionnellement forte, c'est-à-dire c'est quelque chose qui le déborde, et peut-être que ses capacités de réflexion sont insuffisantes pour en effet se calmer, se dire bon après tout, allez, c'est pas grave, quelque chose me dérange, mais soit je passe, soit je vais peut-être essayer de comprendre ce qui lui arrive, enfin je vais mettre en place des stratégies qui vont me permettre de gérer mon émotion, sauf qu'ils ne peuvent pas forcément à ce moment-là. Et justement, si elle est émotionnellement forte, c'est parce qu'elle dérange le futur harceleur là où lui-même se sent vulnérable. Par exemple, ça peut être de l'angoisse par rapport à un enfant avec un handicap. Il se dit, mais comment c'est possible ? Il y a des gens qui sont comme ça, mais je vais devoir vivre dans ma vie d'adulte avec des gens comme ça. Mais c'est quoi ce handicap ? Ça s'attrape comment ? Qu'est-ce que c'est ? Donc ça peut être de l'angoisse, ça peut être aussi de la comparaison, de l'envie, par comparaison. Il a quelque chose que je n'ai pas. Un enfant qui, par exemple, va raconter systématiquement tous les lundis toutes les choses merveilleuses qu'il a fait avec ses parents pendant le week-end, alors qu'il y en a un autre qui n'est pas sorti de chez lui, dont le père ne s'occupe pas et qui va se retrouver finalement confronté à tout ce que les autres font et que lui ne peut pas faire. Et puis, il peut y avoir aussi de la jalousie, les périodes de rupture, on le sait, quand les enfants grandissent, ils ont tendance à parfois s'éloigner. Après les vacances d'été, qui sont souvent des grands révélateurs, on était très copains en CM1, puis on rentre en CM2, on a fait plein de choses pendant les vacances, et en CM2, on n'est plus autant copains, puis on va chercher quelqu'un d'autre, et là, il y a un sentiment de délaissement, de rupture. Toutes ces différences-là vont émotionnellement toucher le futur harceleur qui ne sait pas comment les gérer. Et ensuite, la dynamique de groupe va prendre. Alors, ceux qui s'agrègent à ce groupe n'ont pas tous les mêmes raisons que le harceleur. Ça peut être, il vaut mieux au fond être du côté de celui qui a déjà un certain charisme et qui en effet fait un peu régner la terreur. Ça peut être au fond, c'est une bonne occasion de me défouler parce que moi aussi j'ai des problèmes et puis là finalement j'en ai un plus faible que moi, c'est une bonne occasion de me défouler. C'est-à-dire que c'est un agrégat de raisons complètement différentes, mais qui font que le groupe va fonctionner. Et surtout, quand ce groupe se met à fonctionner, ils se regardent entre eux et ils perdent de vue la victime. C'est au fond à qui aura l'idée la plus drôle, la plus créative, qui fera le plus mal, mais c'est pour rire entre eux et non plus pour s'occuper de la victime. Et puis certaines situations abaissent le seuil de tolérance, ça a été dit tout à l'heure. Fait mieux que toi, etc. Et donc, au bout d'un moment, le groupe s'auto-alimente. Et c'est en ça que, finalement, la méthode de la préoccupation partagée a des vertus, c'est-à-dire qu'elle permet de réfléchir. Ah,
tiens, on s'est rendu compte qu'un tel n'allait pas bien. Ah ben oui, finalement, j'avais un peu perdu de vue ça. Voilà. Ça peut paraître surprenant. Moi-même, en tant que clinicienne, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils ne peuvent pas oublier la souffrance de la victime. Je vous assure que si. Et que quand ils s'en rendent compte, ils sont un peu saisis en disant, mais c'est vrai, alors c'est l'éternelle défense, c'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre, j'ai fait que suivre, etc. Mais ils ne se rendent pas toujours compte vraiment de ce qui peut se passer. Voilà, alors une fois qu'on a posé ça, comment prévenir, puisque l'idée c'est quand même de donner des pistes, et puis de ne pas dépasser de mon temps qui m'est imparti. Alors, il faut partir des vulnérabilités des enfants, ça a été dit, hein, donc c'est vrai qu'il faut sans doute beaucoup accompagner les parents. C'est une évidence, mais on ne les attrape pas toujours, les parents, à l'école. Hein. C'est compliqué. Il y a eu un projet de Gabriel Attal, j'espère qu'il pourra voir le jour, de faire une formation un peu accélérée aux représentants des parents d'élèves, de manière à pouvoir déjà, à ce qu'ils soient des intermédiaires avec les parents. Je pense que c'est une très bonne idée. Et donc, il faut bien sûr accompagner les enfants, que ce soit les parents et les adultes, et les parents et les adultes qui sont à l'école, que ce soit le corps enseignant et la vie scolaire, etc., et même les associations sportives, culturelles, etc. Il faut que la totalité des adultes, vraiment, s'occupe de cette autonomie de pensée qui ne va pas de soi, et surtout la gestion des émotions, voilà, qui est vraiment, puisque le point de départ sont des émotions qui débordent l'enfant, qui n'arrive pas à le gérer du fait de ses faiblesses au niveau cognitif, et avec le groupe qui s'en mêle derrière. Donc il faut leur permettre de nuancer leur point de vue. Donc de mon point de vue, et ce que je dirais peut-être comme take-home message, c'est le groupe et les émotions. Je trouve qu'il faut permettre aux enfants de mieux repérer leurs propres émotions, et ça passe aussi par des ressentis corporels. La grande oubliée de l'éducation nationale, c'est le corps, pour des raisons historiques, parce que l'instruction publique au départ s'est construite sur le modèle de l'école confessionnelle, où le corps était alors complètement supprimé, évacué. Or là, les émotions nous obligent à revenir vers le corps. On a des papillons dans le ventre, on a quelque chose qui boue à l'intérieur de la tête quand on est en colère, donc on a des choses qui concernent le corps. Et donc vraiment ce travail sur le groupe et les émotions, de mon point de vue, c'est des choses qu'il faudrait travailler beaucoup plus à l'école. Je sais que l'école, c'est aussi et d'abord et surtout un lieu de connaissances, d'acquisition de connaissances académiques, mais je crois qu'on ne peut plus faire l'impasse sur le fait qu'il y a ce travail de groupe dont il va falloir s'occuper, ce travail sur les émotions dont il va falloir s'occuper, parce que ça, c'est une véritable prévention. Et pour les parents, par exemple, j'ai toujours une petite phrase. Quand votre enfant rentre de l'école, on demande toujours comment s'est passée sa journée. Ça va bien, mon chéri, c'était bien. Et quelle note tu as eue? Alors que de mon point de vue, on devrait dire comment s'est passée ta journée, comment ça s'est passé avec tes copains, comment ça s'est passé avec les adultes, et après seulement quelle note tu as eue. C'est-à-dire mettre d'abord au fond les relations avant les résultats et les performances. Et j'en termine avec cette diapo. Voilà, donner des espaces de vie. Je pense que la problématique du harcèlement, j'ai toujours dit, c'est une opportunité pour réfléchir à l'éducation, à ce qu'on veut pour la génération d'après, qui sont bien malmenés. Pour permettre en effet de les faire parler de ce qu'ils vivent. Alors c'est pas pour dénoncer, c'est pas pour dire un tel dans le groupe gna gna gna, c'est pour au contraire essayer qu'ils mettent des mots, parce que ce sont les mots, on le sait, qui vont permettre de se représenter les émotions. Une fois que c'est représenté, c'est beaucoup plus facile de travailler dessus, c'est moins envahissant. Donc voilà, travailler sur le groupe, travailler sur les émotions. Dans un monde qui change, l'école doit s'adapter. Et surtout, dernier point, les adultes doivent faire front. Et je trouve très stérile ces reproches qui sont régulièrement faits les uns aux autres, l'école aux parents, les parents à l'école, en disant on n'a pas fait ce qu'il fallait, ils font rien, ils bougent pas, on a signalé, ils bougent pas. C'est contre-productif. On peut toujours faire mieux, c'est une évidence, mais peut-être il faudrait déjà se mettre d'accord pour que les enfants aient le sentiment que les adultes les protègent et qu'ils ne sont pas dans un monde où c'est celui qui crie le plus fort qui va obtenir gain de cause. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Kathleen, pour votre intervention. Donc, comme à tous les conférenciers, je vais vous redemander votre recommandation à l'issue de votre présentation. Alors, c'est donner des espaces de vie dans lesquels on peut à la fois parler de ce qui se passe dans les groupes et puis la gestion des émotions.
voilà, que dans un groupe, on puisse parler de ça. Donc il faudrait pouvoir mettre en place. Au collège, par exemple, il y a les heures de vie de classe. Je suis une grande militante des heures de vie de classe depuis de très, très nombreuses années. Elles ne sont pas toujours occupées de cette manière-là. À la décharge des enseignants, c'est compliqué pour eux. Ils n'ont pas été formés pour ça. Et c'est extrêmement compliqué. Je ne jette pas du tout la pierre. Mais je me dis, il y a déjà dans le format du collège des choses qui sont faites. Il faudrait peut-être permettre que ça se développe et que voilà, c'est juste ça. Et puis travailler plus sur le corps, quoi, le ressenti émotionnel. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut faire sur, je sais pas, la cohérence cardiaque, des petites choses, apprendre à respirer quand on est débordé d'émotions. C'est des choses toutes simples, hein, c'est pas très très compliqué. Voilà.